Donc merci beaucoup d'être venu, merci beaucoup d'être là. Je vous laisse vous installer, hein, c'est presque, je disais, un exploit, presque de la magie d'avoir réussi à arriver jusqu'à nous. Je remercie sincèrement et du fond du cœur Sarah Chiche d'être venue également et de participer à cette série de conférences qui accompagnent l'exposition Tableau magique, que je vous encourage à aller voir si vous ne l'avez pas déjà vu, et autour de laquelle va tourner cette conférence qui prend la forme d'un entretien, d'un dialogue, moi posant les questions et Sarah Chiche poursuivant mes interventions. Alors, Sarah Chiche est écrivaine, psychologue clinicienne et psychanalyste, enseignante aussi, je crois. Plus enseignante. Bon. Parmi ses ouvrages, je noterai simplement les deux derniers. Un roman, d'abord, Les Enténébrés, qui est paru au début de l'année passée, donc en janvier 2019, au Seuil, et un essai, Une histoire érotique de la psychanalyse, paru chez Payot en octobre 2018. C'est chez Payot aussi que vous avez préfacé les essais sur la sexualité de Freud. Nous allons entrer dans le vif du sujet, et il sera beaucoup question de vif, je crois, de vivant et de chair à vif, en partant du point de départ de l'exposition, c'est-à-dire de ce texte de Christian Zervos, paru en 1938 dans sa revue Cahiers d'art, qui est une revue largement dédiée à la défense et à l'illustration de Picasso, et dans un texte intitulé Tableau magique de Picasso, Christian Zervos identifie une période de l'œuvre de Picasso qui a déjà une dizaine d'années, hein, donc de la fin des années 20, dans laquelle il voit à l'œuvre une forme de magie, en quelque sorte, hein, dit Christian Zervos. Il est un certain nombre de peintures de Picasso que l'on ignore ou auxquelles on ne prête pas suffisamment attention. Et on pourrait dire que ce manque d'attention, hein, à ces peintures, qu'essaye de réparer l'exposition actuelle au musée, a duré presque jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce que nous allons faire ce soir, ce que fait l'exposition aussi, c'est de prêter attention à ces tableaux. Ces œuvres ne sont pas seulement des œuvres picturales. Hein, c'est-à-dire que Christian Zervos dit qu'il y a autre chose que de la peinture. Elles peuvent devenir, pour ceux qui les regardent, par-delà leur surface plastique, des agents souverains de dynamisme psychique. Évidemment, dans la magie, il y a une question d'action. Hein, il y a un agent, le magicien, ou ici le tableau, et puis un sujet de l'action. C'est qu'à les examiner quelque temps, avec intensité, on se sent pris par leur pouvoir initiateur et préparé pour une longue pérégrination dans le rêve. Au-delà de la peinture, hein, quelque chose d'autre, un effet, pour peu qu'on y prête attention et qu'on regarde avec intensité. Mais de quel phénomène s'agit-il? Et qu'est-ce que
Christian Zervos essaye de désigner par le terme magie. Peut-être qu'on peut prendre ce problème, et je vais passer le micro à Sarah Chiche, en réfléchissant à l'idée presque coutumière, admise, passée dans le langage courant, de pensée magique. Mais qu'est-ce qu'il faut entendre par pensée magique? Bonsoir à tous. J'aimerais bien pouvoir, rien qu'en faisant ça, que cette bouteille vienne à moi. J'aimerais tellement pouvoir avoir des yeux derrière la tête pour savoir en ce moment même ce qui se passe derrière mon dos. Quel enfant n'a pas rêvé qu'un jour il avait le pouvoir de déplacer des objets? Lequel d'entre nous n'a pas rêvé qu'il pourrait avoir un troisième bras pour se gratter le dos à sa guise, ou bien des yeux derrière la tête pour pouvoir regarder tout ce qui se passe? Ça, ce sont ce qu'on appelle des pensées magiques. C'est-à-dire, ce sont des pensées qui établissent un lien magique entre soi et le monde. C'est très classique dans l'enfance. Avoir ce type de pensée, ça permet de pouvoir s'adosser à un système de croyances, même si ce sont des croyances tout à fait erronées. Mais ça nous aide en tout cas à nous sentir moins seuls, moins petits et moins impuissants. Si je fantasme que j'ai un bras en plus ou un œil derrière la tête, j'ai plus de pouvoir, un pouvoir beaucoup plus démiurgique. Si je crois que ma parole a un pouvoir sur le monde et sur les objets du monde, si je suis dans l'illusion parce que je veux du lait, immédiatement je vais avoir à boire, eh bien, à ce moment-là, je suis sûre de mon pouvoir. Alors pourquoi c'est si dur de grandir? Précisément parce qu'en grandissant, il y a quelque chose de la magie du monde qui se perd. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que j'hallucine ou je désire ardemment quelque chose que je vais l'obtenir. Madame, tout à l'heure, avait perdu sa ceinture. Ce n'est pas parce que Madame souhaite de tout son être la retrouver qu'elle va réapparaître miraculeusement sous ses yeux. Alors, cette croyance dans la toute-puissance de la pensée, si elle est tout à fait normale chez l'enfant, on dit qu'elle peut traduire, si elle persiste chez l'adulte, c'est-à-dire si je veux de toutes mes forces avoir un troisième œil derrière la tête, contrôler le monde et les objets de toutes mes forces, on pourrait dire que c'est pathologique, voire immature, voire que ça relève du délire ou de l'hallucination visuelle. Si par exemple, je vous vois, en plus de votre nez, un nez sur le côté, je suis en train d'avoir une hallucination visuelle, a priori. Donc, voilà. Ou alors, soit c'est bon, c'est dans le registre de la pathologie, ou alors c'est dans le registre d'un état tout à fait primitif, lié à des croyances animistes, de peuplades anciennes. Donc ce serait soit du côté de l'immaturité, la pensée magique, soit de l'archaïque et du primitif. Mais laissons tout ça de côté. Parce qu'en fait, tout artiste est à la fois un dieu, le diable, un enfant et un primitif. Et Picasso nous le montre magistralement, toute création est hubris, démesure, torsion de la réalité, pensée magique et action magique. Après tout, la Genèse elle-même commence par une pensée magique et démiurgique, que la lumière soit et la lumière fut. Alors, pourquoi ces tableaux sont-ils magiques? Resituer rapidement le contexte. On est entre les années 20, au milieu des années 1926 et 1930, je crois. Et à cette époque, comme vous le savez, les artistes d'avant-garde s'intéressent particulièrement, via le surréalisme, non seulement à l'écriture automatique, mais aussi au processus inconscient. C'est le moment où la psychanalyse arrive en France et en Europe, mais s'intéresse aussi aux fétiches, aux statuettes primitives et à leur langage. Alors, est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que Picasso lui-même s'est placé dans une espèce de transe chamanique pour réaliser ces quelques 150 tableaux, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est il a franchi une étape tout à fait supplémentaire par rapport au cubisme. Déjà, avec le cubisme, 1907, les Demoiselles d'Avignon et tout ce qui va s'en suivre, il y a tout de même une dislocation, une déstructuration du corps, mais qui là, il me semble, est tout à fait radicalisé, qui fait de ces tableaux des tableaux tout à fait magiques, dans le sens où quand nous les regardons, ils agissent sur nous. Et donc ils vont peut-être, vous nous le direz, déconstruire quelque chose en nous et le reconstruire intérieurement par rapport à l'image interne qu'on peut avoir de nous.
Pourquoi ? Je vais vous montrer quelques exemples. Alors, Arlequin est un des personnages que l'on retrouve tout au long de l'œuvre de Picasso. Il y a celui-ci, mais il y en a bien d'autres dans sa période bleue. En a-t-il fait dans sa période rose également ? Voilà, en tout cas, c'est un personnage archétypique que l'on retrouve. Vous savez, c'est ce personnage qui n'est ni un clown ni un pantin, mais qui a toujours une façon un peu ironique et distanciée de juger les êtres et les choses et les actions du monde. Et on s'accorde à dire que c'est peut-être un double de Picasso, souvent, quand ce n'est pas un de ses amis qui le représente. Alors, il a pu faire cet arlequin-ci en 1923, et regardez les arlequins que l'on retrouve dans les tableaux magiques. C'est tout à fait singulier. Je recommence. Comment est-ce que le même homme, c'est bien le même homme qui en 1923 a fait ce tableau, et quelques années plus tard, ceux-là. Ce sont tous des arlequins. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Est-ce que l'existence, la trajectoire personnelle a eu un effet sur lui ou pas ? Je l'ignore. En tout cas, c'est vrai que l'arlequin, c'est vrai que c'est aussi un personnage lié à l'enfance. Mais là, combien de visages peut-on voir si on s'arrête sur celui-ci, par exemple ? Alors, on pourrait voir ici, par exemple, une bouche. Et combien de visages y a-t-il ? Il y en a un là. Est-ce qu'il y en aurait un autre ici, par exemple ? Et là, un autre profil. Quant à cela, est-ce que ce n'est pas quelque chose comme le fantôme de l'artiste qui se serait logé là dans la toile ? Vous verrez que dans les tableaux, au moment des tableaux magiques, Picasso va régulièrement se représenter comme un esprit, ou comme quelqu'un qui est là. C'est pas Velázquez qui se représente au sein des Ménines, vous voyez, de façon très très classique, mais c'est bien autre chose là. Alors ce qui frappe, c'est la grande mélancolie tout de même de ces arlequins, cette bouche ouverte sur un grand vide, cette pénétration du noir, de la profondeur de la nuit. Ici, le visage singulièrement triste, singulièrement mélancolique. Ces trois-là, je ne sais pas s'il les a réalisés, est-ce qu'on sait en nombre de jours ou à quelle cadence il a pu... Oui, c'est ça. C'est ça. Et celui-ci serait le dernier de la série parce qu'il se détache tout de même. Et je crois que déjà là-dedans, dans cette bouche ouverte comme ça, et dans cette multiplicité des profils, et cette dislocation, cette fragmentation du regard, il y a bien plusieurs regards, on entend de bien des façons, on regarde de bien des façons ici. Il annonce la suite de cette série. Alors ici peut-être, vous connaissez ce topos qu'on trouve dans la littérature et dans l'art du 19e siècle, l'idée que je est un autre, c'est-à-dire que le moi n'est pas maître dans sa propre maison. C'est quelque chose qui a été largement exploité par Maupassant, par Edgar Allan Poe, dans la littérature gothique, etc., etc. Donc l'idée que nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes totalement, nous sommes aussi régis par des désirs qui nous échappent et parfois nous faisons des choses dont nous ne sommes presque pas auteurs. Nous en sommes auteurs, mais nous ne les comprenons pas. C'est ça l'idée, je est un autre. Mais là, ce n'est pas tant ça, c'est peut-être je est un, mais sous de multiples aspects. C'est-à-dire que tout cela, c'est une personne, mais sous différents angles. C'est-à-dire pas uniquement qu'une partie de moi m'échappe car j'ai un inconscient et j'ai des désirs que je ne contrôle pas toujours, mais l'idée que, par exemple, je suis une femme, je suis professeure, je suis une mère, etc. Chacun de ces aspects de moi me décline sous une de mes facettes. Chacun d'entre nous contient un grand orchestre. Et la façon dont je vous vois, madame, ce n'est pas la façon dont telle ou telle personne de votre entourage proche vous voit, ce n'est pas la façon dont telle ou telle personne vous connaît.
chaque personne regarde différemment une autre personne. Et donc, corrélativement, il y a cette idée géniale. C'est-à-dire que là, vous voyez, je me suis lancée dans un grand baratin pour vous l'expliquer, mais lui, magistralement, le dit en un tableau, c'est que nous sommes plusieurs en un. Et je trouve ça absolument sidérant. Mais ça ne produit pas pour autant, à part peut-être celui-ci dont la mélancolie sourde est très très frappante, l'effet d'angoisse n'est pas aussi tranché que cela. Dans la tradition, l'Arlequin trismégiste est une figure aussi peut-être moins rieuse et moins anodine qu'on pourrait le penser, hein, souvent associé par son vêtement à damier, hein, à une figure diabolique. Donc il y a cette ambiguïté de la figure d'Arlequin dans la grande tradition folklorique, anthropologique et chrétienne, médiévale, qui voilà, pointe jusqu'à Picasso. Mais évidemment, l'une des questions, c'est celle que vous posiez, hein, combien de visages ? Combien de visages ? Il y a comme en puissance dans les tableaux de Picasso, et pas seulement d'ailleurs ceux de cette période-là, des images latentes, hein, des visages en train de se faire, des visages en train d'apparaître, et puis d'autres en train de disparaître, hein, des images et des contre-images, des contre-formes, dit, je crois, Zervos quelque part. Quelque chose du peintre qui est en train de s'effacer, c'est-à-dire il est là, mais il est déjà parti. Je ne sais pas. En tout cas, il y a l'esprit de l'art et de l'artiste. Et en effet, ce que vous disiez tout à l'heure à propos de l'Arlequin, je parlais de sarcasme, mais oui, il s'agit bien du diable aussi. Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de diabolique de toute façon dans toute création ? Je crois que Picasso a volontiers endossé cette position-là. Enfin, il l'a assumé, cette position démiurgique et diabolique. Alors, sur la question de... on était passé donc à l'autre image, et là, d'une certaine manière, il y a encore une affinité. Alors, on bascule, et c'est ça qui est intéressant aussi, des figurations de visages ou de masques. D'ailleurs, on pourrait parler du masque, hein, chez Picasso, masculin, vers les visages féminins qui vont très largement, hein, dominer le corpus des tableaux magiques. Donc, en introduction, en quelque sorte, c'est quelques arlequins, et puis ensuite, hein, une sorte de marée montante de visages de femmes. Et dans cette série, et peut-être que vous pourrez nous dire un mot sur la question de la série, puisque c'est une période qui est assez riche en séries, hein, en œuvres qui se répètent et varient. On voit dans ces visages féminins quelque chose d'assez différent des premiers tableaux qu'on vous a montrés, hein, qui étaient relativement, je dirais, organisés, structurés, voire compartimentés, hein, chez les arlequins. Et là, au contraire, on a des visages qui sont comme des plages de couleurs sur lesquelles viennent comme se déposer, un peu comme des coquillages, des organes, hein, comme si l'œil, la bouche, les narines étaient disposés dans une sorte de flottement, hein, relativement libre de toute idée de structure. Hein, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'idée d'ossature du visage qui disparaît dans ces portraits féminins. Alors on pourrait peut-être penser à la question du corps sans organes,
chez Artaud puis Deleuze, de l'indétermination des organes, puisque toute une partie de l'enjeu de ces tableaux, et je pense que vous y reviendrez, c'est cette ambivalence ou ambiguïté des signes corporels. C'est-à-dire, à quoi avons-nous affaire, hein? Est-ce que c'est une bouche? Est-ce que c'est un œil? Est-ce que c'est un vagin, mais alors un vagin denté? Est-ce que c'est tout cela à la fois? Ou rien de tout cela, autre chose? Mais dans le tableau au centre, il y a quelque chose de tout à fait frappant, c'est que ce qu'on peut appeler, faute de mieux, une bouche, se trouve au centre du tableau et à hauteur de regard. Et tout le tableau, en quelque sorte, tourne autour de cette bouche. C'est-à-dire peut-être que la question n'est pas tant, et là on retourne vers la magie, on reglisse vers elle, n'est pas tant celle de l'indétermination. Est-ce que c'est une bouche ou un regard, une bouche ou un œil? C'est que la bouche ou l'œil nous fixe. C'est-à-dire que c'est notre regard qui est comme épinglé par le tableau. C'est-à-dire que, et Zervos en parle très bien, quand il parle de magie, il y a tout de suite l'idée de sorcellerie et d'envoûtement. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui se passe de l'ordre d'une capture du spectateur. C'est-à-dire qu'on est, Zervos dit, enchaîné, hein, au tableau. Et la magie, la première magie de ces tableaux magiques, c'est celle-là, c'est celle d'envoûter, d'enchaîner le spectateur. Oui, absolument. Et si l'on revient un instant sur cela, ajouter tout simplement que Picasso avait une très grande collection d'art primitif et dans ces tableaux-là, on retrouve bien des choses, des masques et des fétiches africains. Et il y a effectivement une fixité tout à fait angoissante qui n'incite pas à la rêverie, contrairement à ceux-là qui, comme vous l'avez dit, ce sont des plages, ce sont des îles, ce sont des étendues. Et donc, il y a une captation du regard, mais une captation tout à fait singulière. On a là des organes, des bouches, qui pourraient tout être aussi bien des vagins, mais peut-être des vagins dentés, alors avec quelque chose de la castration peut-être, on ne sait pas. Des yeux qui pourraient ressembler peut-être à des organes sexuels féminins, des nez peut-être étrangement phalliques, des cheveux réduits à leur plus simple expression. Ce sont toutes des femmes aux yeux fermés, au visage absent, donc. Et le paradoxe, c'est qu'elles sont tout à fait absentes, mais singulièrement présentes. Elles ne nous regardent pas, et pourtant elles nous regardent intensément. Elles ne nous regardent pas avec les yeux, elles nous regardent avec leur bouche, en effet. Est-ce que cette bouche va... Oui, vous vouliez dire quelque chose ? Je ne sais pas comment on ne peut pas regarder ces tableaux et penser à la violence faite envers les femmes. C'est une violence inouïe. Qu'est-ce que vous voyez, vous, de cette violence ? Ces tableaux, vous les trouvez violents ou ces tableaux vous évoquent la violence faite aux femmes ? Parce qu'il me semble, il faudrait qu'on vérifie biographiquement, mais Olga n'a pas un cancer de l'utérus à cette période précisément où elle saignait de son vagin. J'avais déjà entendu ça. Ça, je ne veux pas vous dire de bêtises, je ne saurais vous dire. Des questions biographiques parce que le mariage n'allait pas très bien et Olga était... Le mariage allait mal. Spécifiquement avec, je pense, un cancer de l'utérus. Et moi, j'ai du mal à regarder ces tableaux parce que je trouve d'une violence inouïe. Qu'est-ce qui vous fait mal là-dedans ? Vous avez mal pour elle ? Vous avez mal avec elle ? Je ne sais pas comment c'est pas d'une évidence complètement présente. Donc ce serait à ce moment-là le peintre qui se serait lié à un acte violent en la peignant-elle, en les peignant-elle ? Pour vous, c'est toujours la même Olga ? Au fond, c'est des variations d'Olga souffrante ?
Non, mais je ne sais pas pourquoi c'est pas le centre de cette discussion. On a des espèces de discussions esthétiques dessus, mais il y a quelque chose quand on regarde d'une manière très simple ces œuvres-là. C'est une violence qui se dégage envers les femmes. Mais ce qui est très bien, c'est que vous le disiez. Peut-être que d'autres n'ont pas vu ça. Peut-être que d'autres ont vu autre chose. Mais je vous remercie de l'avoir dit. Oui ? Je sais pas, moi, ça me fait penser au mythe de vagina dentata, en fait. Eh bien, peut-être que chacun ou chacune d'entre nous voit ce qui le regarde, ce qui le concerne, ce qui le tient particulièrement à cœur. Si pour vous, votre combat premier, c'est cette violence faite aux femmes dont on parle beaucoup actuellement, eh bien, peut-être que c'est ça qui vous regarde. Et vous, toute autre chose par rapport à votre univers. Et vous, madame, encore toute autre chose. Pour ma part, mais je vous remercie parce que je vais y réfléchir. Du coup, je ne voyais pas que la violence était là au premier plan. Je la trouvais plutôt, elle, violente dans sa sauvagerie, avec sa bouche capable de nous croquer. Donc c'est autrement que je la voyais, mais ça ne veut certainement pas dire que j'ai raison. Ça dépend du regard de chacun. Ce qui me frappait pour ma part, c'était le contraste, vous voyez, entre des corps ronds assez liés à la grossesse et la sexualisation très forte de certains organes, mais qui sont des organes douloureux, qui ne sont pas des organes paisibles, ça c'est certain. Hein, c'est ouvert, c'est béant comme ça. Et je pense qu'elle était en train de la tromper aussi, ça. Oui, ça il est vrai. Il est vrai, et on va y revenir. En réalité, rien n'indique qu'il s'agit de portraits d'Olga. Là, à vrai dire, ce serait plutôt ici des portraits de Marie-Thérèse. Oui, pardon, je ne parle pas assez fort. Je dis que pour ces trois tableaux aussi, rien n'indique qu'il s'agit de portraits d'Olga. À vrai dire, même les titres des tableaux et les identifications de tel tableau à tel modèle sont sujets à interprétation. Dans ce cas-là, on n'a aucun des traits distinctifs habituels de la figure d'Olga. Marie-Thérèse se représente comme un minotaure, donc c'est pas moins violent. Oui. Alors, en fait, en réalité, il y a certainement une violence. Chez Picasso, elle est, en tout cas telle qu'il la représente, et dans la figure du Minotaure en particulier, elle est à double sens. C'est-à-dire que le Minotaure est très souvent un Minotaure poignardé, un Minotaure aveuglé, un Minotaure guidé par une petite fille au pigeon, une figure déficiente et vulnérable. Dans un certain nombre de cas, la plupart sans doute, le Minotaure est au contraire une figure agressive. Là, on a affaire, et peut-être que c'est cela qui vous fait dire qu'il y a violence, à un vis-à-vis endormi. C'est-à-dire que le regard porté, le regard donné n'est pas rendu. On voit sans être vu. Et la liberté du regard masculin de circuler sur le corps de la femme est sans frein, sans réponse. Qui voudrait circuler sur ce corps-là, c'est un corps en morceaux. Non, précisément là, ce n'est pas un corps en morceaux. C'est tout sauf un corps en morceaux. C'est un corps épanché, peut-être. C'est un corps en flottement ou en expansion, mais certainement pas un corps morcelé. Moi, j'appelais ça une plage. Mais on arrive par moments, à d'autres moments, à un morcellement du corps. Oui.
Avec peut-être aussi cette idée, je crois que ça c'est une autre idée, il le disait lui-même, Picasso, c'est que c'était plus le regard de l'enfant sur la mère, c'est-à-dire l'enfant petit. Quand on est petit, on voit sa mère ou toute autre personne qui s'occupe de l'enfant de très près. Et donc on voit un œil en gros plan, ou on voit une bouche en gros plan. Tous ces signes archaïques qui sont peut-être là. Mais bien sûr, on peut se poser la question, que désire-t-elle? Désire-t-elle ou est-elle absente, recluse dans des rêveries intérieures dont nous ne saurons rien? Bon. Ça, pour moi, c'est plus violent. Bon, ça se discute. Hein. Mais dans quelque chose à la fois de très tranchant, c'est le corps dessiné d'un trait, hein, sans lever le crayon. Ça, c'est quelque chose qu'on a pu voir dans les géoglyphes de Nazca, par exemple, dans les cultures pré-inca. Et ne pas lever le crayon, c'est à la fois la chose la plus enfantine, la plus primitive, et en même temps la chose la plus difficile à faire, hein, qui n'est pas de brisure. Là, évidemment, on retrouve l'ambiguïté des organes génitaux, peut-être des béances comme ça dont on ne sait si ce sont des bouches, si ce sont des orifices, quel type d'orifice. Est-ce que c'est un nu masculin ou un nu féminin? Ça, j'en sais fichtrement rien. Je ne sais pas. Bon, vous connaissez sans doute cette phrase de Picasso qui disait qu'à 12 ans, qu'il n'a jamais fait de dessin, il n'a jamais dessiné comme un enfant. Il disait qu'à 12 ans, il dessinait comme Raphaël. Et donc, en fait, il a dû, comme certains apprennent à désécrire pour écrire plus simplement, il y a quelque chose d'un apprentissage vers la simplification, vers l'abstraction. Donc tout le cheminement qu'il lui a fallu pour passer d'un dessin à la Raphaël au dessin en un seul trait. C'est pour ça qu'à mon sens, bon, rien n'est de plus idiot que de dire ah oui, ce que fait Picasso, un enfant en ferait autant. Et non, parce que c'est extrêmement difficile cette représentation. Là, on est peut-être à nouveau dans quelque chose de plus primitif, hein, de plus archaïque et qui fait signe. C'est vrai que les arts premiers représentent des archétypes, et ces archétypes sont très forts. Ils ont une force agissante, ils agissent sur nous parce qu'ils parlent la langue de tous. Hein. Et la langue du corps, c'est une langue universelle en quelque sorte. C'est ce qu'on voudrait. C'est parce que l'art se départ de son réalisme, je ne représente pas ceci ou cela de façon réaliste, qu'il devient universel. Donc ce corps peut-être devient-il universel parce qu'il est réduit à des signes, à sa plus simple expression. Cheveux représentés par des traits, œil pictogramme, orifices réduits à leur plus simple expression, hein, les membres. Et c'est ce qui permet cette force très agissante. Ça questionne aussi peut-être ce que c'est que d'avoir un corps et de se sentir dans son corps. Parfois, on a un corps, mais on n'est pas du tout ce corps. On a un corps qu'on ne veut pas du tout avoir. Se sentir bien, c'est se sentir dans son corps et ne pas le sentir d'une certaine façon. Hein, à partir du moment, on parlait de maladie tout à l'heure, quand on sent son corps quelque part, c'est quand on sent quelque chose de la douleur, de l'organe malade, et à ce moment-là, on ne fait pas toujours bloc. Parfois, on se réduit à son organe malade. Parfois, voilà, on peut se sentir divisé, morcelé. En tout cas, celui-là, je le trouve particulièrement magique dans sa radicalité, son tranchant. Oui, bon, ce qui est saisissant, c'est la déformation, hein, mais qui rejoint des expériences très contrôlées et techniques dans les mêmes années chez les photographes. Hein, avec l'objectif de l'appareil photo, on est capable aussi, je pense aux photographies de Kertész ou de Bill Brandt, de démultiplier un corps, de grossir un organe, de le déformer. Hein. Et chez Picasso aussi,
c'est une hallucination toujours contrôlée, hein, une hallucination disciplinée, une discipline de l'hallucination, dit Zervos. Et Karl Einstein, un autre critique qui s'est intéressé aux peintures de cette période, va dans le même sens, hein. C'est-à-dire que, et là on touche un enjeu historique, hein, celui de détacher Picasso du groupe surréaliste. L'idée n'est pas pour Picasso, ou vu en tout cas par les critiques qui sont proches du groupe de bataille, Karl Einstein ou Michel Leiris, n'est pas de s'abandonner aux forces mystiques ou au pouvoir de l'hallucination, de se laisser aller en quelque sorte. Il s'agit toujours de maîtriser et d'élever l'image par les pouvoirs de l'imagination jusqu'à un point qui est presque un point de rupture, un point de péril, dit Zervos, c'est-à-dire le moment où l'image culmine, hein, arrive à son point le plus haut et est prêt à basculer vers le bizarre, par exemple, le n'importe quoi, le grotesque, le monstrueux même. En quelque sorte, et là je me joins tout à fait à ce que dit à la fois Sarah Chiche et Michel Leiris, les corps de Picasso sont des corps, dit Leiris, viables. Ce sont des créatures prêtes à se lever, prêtes à marcher. Ce sont des corps bien bâtis, pour peu que nous abandonnions nos conventions, nos croyances dans un corps immuable, nos habitudes de vision forgées et formatées par la Renaissance et la perspective, tous ces corps qui viennent prendre place dans l'espace marqueté, comme dit Chastel, de la perspective de la Renaissance. C'est-à-dire chaque chose à sa place. Là, je ne cite ni Leiris ni Chastel, mais ma grand-mère. Chaque chose à sa place, chaque place a une chose, hein. C'est-à-dire que tout est bien rangé, vous voyez, dans l'espace de la Renaissance. Et là, au contraire, il y a quelque chose qui saute. C'est-à-dire que les contraintes de l'espace perspective, les limites du corps sont déboulonnées. Et un autre corps possible, peut-être un corps à venir, ou un corps plus proche du désir, ou plus proche du rêve, ou peut-être plus proche de l'enfance, hein, des couches d'images du corps enfouies dans notre mémoire et censurées par nos habitudes à nous concevoir et à nous voir comme symétriques. Parce que, pour être efficace, il faut mieux avoir un corps symétrique, hein, un corps qui va vers l'avant, un corps où les choses se répondent et s'articulent. Et là, au contraire, ce sont des corps qui, c'est vrai, à première vue, en tout cas, se prêteraient assez peu à des exigences d'efficacité. Mais peut-être des corps qui suivent d'autres pentes que celle de cette exigence, hein, des corps qui s'abandonnent à une forme de liberté nouvelle, peut-être, je ne sais pas. Oui, peut-être qu'ils ne seraient pas, comme vous le dites, dans la performance, mais dans l'apparition, comme ça, qui font signe, mais de façon assez libre et détachée des conventions. Et en même temps, qu'est-ce qui fait qu'on peut tout de même reconnaître, on sait que ça pourrait être un œil, que ça pourrait être un nez, que ça, peut-être que c'est un téton, mais on ne sait pas très bien, ça... c'est un pénis ou pas, on ne sait pas. Ça pourrait être des cheveux, ça, un peigne peut-être, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il y a quelque chose de l'apparition non conventionnelle, tranchante certes, mais qui ne crée pas, peut-être pas de dislocation et de fragmentation en nous, tel qu'on pourrait dire assez monstrueux, ou en tout cas, c'est un monstre. On reconnaît quelque chose de notre humanité tout de même.
Hein, c'est étonnant. Est-ce qu'on s'y voit ou pas? Madame dit non. Ce qui est très intéressant, c'est que détailler, hein, chaque chose prise dans le détail, une à une, est indéterminée, floue, sujette à interprétation. Est-ce que c'est cela ou cela? Mais par contre, ensemble, c'est ça, il y a une évidence, c'est-à-dire l'évidence d'un corps. C'est-à-dire, c'est malgré tout, ce qui vient travailler contre notre idée de qu'est-ce qu'un corps, Picasso arrive à nous donner cette évidence-là. Et peut-être que ce qu'un regard détaillé dans le détail vient mettre en doute, au contraire, un regard un peu plus englobant retrouve cette évidence. Même s'il y a un aspect intéressant peut-être ici et qui est une tension à l'intérieur des œuvres de cette période, c'est que là on a un aplatissement, tandis que dans certaines œuvres légèrement plus tardives, à la fin de l'année 1928, on a au contraire chez Picasso une recherche du volume, du sculptural. Hein, et là, il y a peut-être aussi une question qui est en jeu, hein, dans ce corps aplati, ce corps comme une espèce de table, de tableau, ou ce corps au contraire en volume. Et on sait que Picasso était très intéressé dans cette période-là par la question de la sculpture, à laquelle il va s'adonner très largement dans les années successives à Boisgeloup. Mais déjà, dès la fin des années 20, avec l'histoire dont je ne vais pas vous faire le détail de la commande du monument à Guillaume Apollinaire, l'idée de sculpture, hein, d'un corps en 3 dimensions, le travaille énormément. Alors, bon, nous revenons à un sujet dont nous parlions tout à l'heure. Oui, madame, pardonnez-moi. Dans le catalogue, il est effectivement écrit qu'il a fait ces œuvres-là, celles qui ont précédé ce chapitre-là, à l'été 1927. Mais à quel moment il s'est arrêté? Parce que tout ça est bel et bien bon, mais à un moment donné, il s'est dit, ce volume-là, cette forme-là, c'est cette expression-là à laquelle je voulais parler. Parce qu'il y a des dessins de baigneuses apparemment qui ont précédé. Et vous pouvez nous en dire plus? À quel moment Picasso arrête parce qu'il est content? Ou c'est ça votre question? En général, bon, c'est cette question de la série, hein, qu'on avait un peu évoquée. Les périodes sur lesquelles Picasso travaille intensément sur un type de figure, hein, à tel point que les ressemblances peuvent permettre d'identifier une série, sont en général relativement brèves, tout simplement parce que d'autres idées arrivent et nécessitent une implication de travail. Par contre, il peut y avoir un retour de ce motif ultérieurement, hein, et la série fait retour après coup. Donc ces questions de bornes, on va dire, quand ça commence, quand ça finit, sont moins claires peut-être que ce qu'on pourrait vouloir. Hein. Après, les séries sont souvent aussi associées à des lieux, hein, et à des moments. Et donc là, l'été, c'est un lieu, c'est des vacances, c'est un moment, c'est la disponibilité d'un modèle, etc., etc. Donc il y a aussi ces contraintes de contexte, on va dire, qui travaillent la chronologie des séries chez Picasso. Mais si dans les œuvres précédentes, on avait une forme vous dans une espèce de pâte de chair comme ça, du spectateur dans le tableau, là au contraire, hein, et je vais vous passer le micro, on a au contraire un tableau qui est tout en pointe, hein, qui tranche, comme vous le disiez, fortement avec les œuvres qu'on a vues précédemment. Là où tout était rondeur, ici tout devient aigu. Oui, tout devient aigu, tout devient brisure, tout devient violence. Alors, on parlait d'Olga tout à l'heure, et il se dit que ce tableau représenterait Olga, justement,
Nous sommes en 1929. À ce moment-là, il a déjà rencontré Marie-Thérèse Walter, avec qui il a également une histoire. Et alors, de quel visage s'agit-il? On voit qu'il y a plusieurs visages, une fois encore. Alors moi, je me suis demandé, est-ce que c'était Olga là-haut, Marie-Thérèse là, et le peintre fantôme, l'artiste fantôme, et ces deux femmes qui se déchirent comme cela? Je ne sais pas. Alors, on me disait, mais non, pas du tout. C'est juste Olga souffrante, Olga jalouse, Olga terrifiée, parce que cet homme est déjà un fantôme qui va la quitter pour une autre. Je n'en sais rien. En tout cas, pour moi, il y a plusieurs personnes. Il y a du monde là-dedans. Il y a du monde. Il y a du monde, il y a de la violence, il y a de la tension. Et puis l'artiste qui se détache en arrière-plan comme ça. Est-ce que s'il s'agit d'une diffraction du désir, les deux femmes, j'en sais rien. Vous voulez dire quelque chose? Oui, peut-être un mot sur justement ces identifications de modèles. C'est vrai que dans ce tableau, les grands biographes de Picasso ont vu un portrait d'Olga. C'est le cas de Pierre Daix. C'est le cas de Richardson, et qui lie ça effectivement à la crise conjugale que traverse Picasso à cette période. Et qui aurait donc dans cette figure de furie, peut-être, oui, la langue qui... Alors, ce qui est intéressant, c'est que... Alors, je termine sur cette identification, mais en réalité, bon, mon parti, c'est que on est bien au-delà d'un portrait, hein, du portrait d'un modèle. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est représenté? Est-ce que c'est Olga furieuse, ou est-ce que c'est la fureur? On peut le dire comme ça. Hein. C'est-à-dire quelque chose qui excède le modèle qui, à un moment, porte l'attribut d'une passion. On peut dire aussi, comme certains historiens, que cette question du lien biographique de l'œuvre de Picasso à ses modèles peut être renversée. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que Marie-Thérèse arrive dans la vie de Picasso que tout d'un coup, Picasso crée ces nez majestueux, protubérants, qui s'élèvent au-dessus de la tête, ou c'est pas parce que Picasso, à un moment, est confronté à la fureur d'Olga qu'il va peindre Olga furieuse, mais c'est que la peinture propre de Picasso, les mouvements, le potentiel imaginatif, hein, le déroulement, les tendances propres de la peinture de Picasso, à un moment, réclament tel ou tel modèle ou telle anecdote. Hein, et que finalement, dans le bazar, le chaos d'une existence, la peinture, à un moment, choisit et fait le tri, en disant, voilà, je vais m'appuyer sur ceci de factuel, hein, Picasso disant que sa peinture est un journal intime, donc il y a un substrat biographique, certainement, mais dans ce substrat, c'est la peinture, en quelque sorte, qui fait ses choix, hein, et qui élève au rang d'image une anecdote, un événement, une figure, un modèle, hein, et non pas le contraire, non pas la vie ou la biographie qui exige à un moment que un tribut de la peinture. Hein. La peinture n'est pas le reflet ou tributaire de l'existence, mais c'est peut-être le contraire qui pourrait être vrai. Vous voulez dire ce n'est pas vivre pour pouvoir le peindre ensuite. C'est pas ça. Oui. Certains peuvent vivre des choses pour les écrire ensuite. Oui. Non, en fait, je pense que Picasso ne cesse il ne est rien plus que l'immobilité et la répétition. Et il cherche toujours à réinventer
sa peinture. Et c'est souvent ce qu'on retient quand on traverse le musée Picasso à pas vif, c'est l'extraordinaire variété de l'œuvre de Picasso, hein, capable en une même journée, voire en une semaine ou en un mois, de grands écarts prodigieux. Hein. Picasso, c'est un secret pour personne, est un gigantesque travailleur. Hein. Presque toute sa vie est dévouée à la peinture. Il me semble que on peut aller jusqu'au point où on estimerait que le reste de son existence, en quelque sorte, est au service de sa peinture, hein, non pas le contraire. Quand il rencontrait une nouvelle compagne, hein, pour schématiser, il avait déjà en lui le besoin de rencontrer cette muse-là qui allait l'aider à évoluer dans sa peinture. Et ce tableau me paraît exactement au confluent de sa rencontre, de sa rupture avec Olga qu'on voit en haut. Et la gamme chromatique de Marie-Thérèse, c'est rose, bleu et blond. Parce qu'elle était blonde, toute fraîche, toute rose, suisse et tout ça. Effectivement, moi, ce que je vois, mais peut-être que je me trompe, c'est qu'il est effectivement à la confluence d'une rupture. Donc il est possible que ce que je vois, ce ne sont pas des furies, ce sont des femmes voraces, l'une qui s'accroche, l'autre qui le désire, qui le veut. Et c'est toute la vie de Picasso. Et dans les 3 tableaux précédents où on voyait la femme endormie, voilà, peut-être effectivement Dora, elle est brune. Marie-Thérèse, c'est blond. Le rose, le bleu, le jaune sont arrivés avec Marie-Thérèse d'une façon vraiment affirmée. Et là, c'est plutôt Picasso tel qu'en lui-même, face à une femme qui ne l'aime déjà plus et qui ne se gêne pas pour la caricaturer, pour la montrer. Il n'y a rien de pire qu'une personne endormie. Elle est laide, quand on n'est pas beau quand on dort, on est complètement relâché. Non, à part les tableaux et au cinéma, mais sinon, quand on vous surprend dans votre sommeil, vous allez... Ça vous est jamais arrivé de regarder je ne sais pas si vous êtes retrouvé à dormir auprès de quelqu'un, de le trouver beau ou belle quand elle dort. Oui, voilà. Mais là, ouais. Mais là, vous la trouvez avachie. Elle est endormie dans un fauteuil, donc elle n'est pas dans son lit, apaisée, reposée. Donc qu'il peigne effectivement cette bouche, qui est aussi un vagin vorace, hein, avec des dents, etc. C'est peut-être ça, c'est peut-être sa façon d'avoir. Il n'a jamais été très élégant avec ses compagnes. Hein. Il les a phagocytés et recrachés. Et voilà un costard taillé pour l'hiver, comme on dit. Je ne sais pas si on est... et peut-être que... J'aimerais que bon, ça peut être une tournure de la discussion, mais on n'est peut-être pas au-delà du bien et du mal, par exemple chez Picasso. Hein. Peut-être que c'est sujet à discussion, mais on est sans doute ici dans ces peintures au-delà du beau et du laid. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe et qui répond plus tout à fait, hein, à ces catégories. C'est-à-dire que est-ce que c'est laid, est-ce que c'est beau? C'est peut-être un peu à côté, ou un peu au-dessus, ou un peu en deçà de cette question. Et effectivement, la question de la furie, c'est, vous disiez, une femme vorace, une femme furieuse, une femme qui... Les furies, hein, les érignies, dans l'Antiquité, ce sont celles qui dépaissent, hein, qui mettent en morceaux. C'est-à-dire que le morcellement, là, il est plutôt du côté d'Orphée, livré à la furie, que du côté de la femme morcelée par le peintre. Donc il faut toujours garder, je pense, ce double sens, hein, ou en tout cas cette circulation des affects et des passions, puisque... Alors, on peut y aller d'une troisième identification, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans cette superposition du profil du peintre et de cette tête. Est-ce qu'on a un visage là? En tout cas, on a une tête. Bon, on a 2 têtes qui se superposent. Or, en général, dans les tableaux de cette période-là, le profil, hein, très classique, très simple, qu'on identifie comme un autoportrait, fait face au modèle. Hein, il y a un face-à-face.
Et ici, il y a au contraire une superposition. Bon, est-ce qu'il faut l'interpréter? En tout cas, c'est différent de ce qui s'accomplit en général dans les œuvres de ce corpus. Bon. Pour autant, ce qu'il faut bien voir, c'est que ces corps sont des corps élastiques. Peut-être qu'on peut aller un peu justement plus en profondeur par rapport au registre de l'identification, de la photographie anthropométrique. Un certain nombre de signes, une longueur d'oreille, une coupe de cheveux, une empreinte digitale permettant d'identifier. C'est ça, l'identification. Et il y a des images qui sont faites pour l'identification, ce qu'on appelle la photographie anthropométrique. Chez Picasso, on est dans tout à fait autre chose. Ces tableaux ne servent pas à identifier le modèle. Et au contraire, il y a cette sorte d'élasticité, de plasticité des figures qui, je pense, contrarie notre désir, notre curiosité, peut-être notre volonté aussi de mettre les choses à leur place, d'identification. Les corps chez Picasso ne sont pas, ou les visages, ou les têtes, ne sont pas si clairement identifiés que ça. Il s'agit, disait Jean Clair, en quelque sorte de gomme à mâcher. Tellement il y a une élasticité, une plasticité de ces corps. Alors, on était allé un pas en avant dans la fureur, dans la cruauté peut-être. Et si on continue, on en arrive à cette question, à la fois du vis-à-vis du peintre et son modèle, et puis vous allez me dire que l'un des points de fuite aussi de cette période et de cette exposition, c'est l'image de la crucifixion. C'est ça, oui. Donc là se produit un décollement supplémentaire, décollement de l'artiste qui se représente toujours. Se réfléchit-il lui-même? Est-ce que c'est un miroir qui nous réfléchit nous-mêmes en train de le regarder? Ligne de fuite de la fenêtre, mais c'est pas une fenêtre. C'est pas une fenêtre. Elle est entrouverte, mais elle n'est pas angoissante non plus. C'est pas une fenêtre qui s'ouvre vers quelque chose de terrible. Est-ce qu'il s'agit bien de la même personne? Est-ce que ce sont des identités distinctes qui se réfléchissent? Celui-là, je le trouve particulièrement énigmatique. On pourrait le regarder de longues heures, ce serait tout à fait inépuisable. Donc, le peintre, il est tout à fait son modèle. Et il y a aussi, alors ça, ce sont des séries, le peintre et son modèle, qui sont tout à fait intéressantes parce qu'on n'est pas dans la passivité, à mon sens, du modèle versus l'activité du peintre, mais il y a bien une interaction qui a lieu en permanence. C'est-à-dire comment est-ce que le modèle est tout à fait acteur ou actrice sur le peintre. Comment est-ce que le peintre, on pourrait imaginer que la toile serait ce miroir et l'un et l'autre se réfléchiraient de part et d'autre et se passe toute une série d'interactions qui modifient l'environnement en même temps qu'il le structure. Et à chaque modèle correspond un peintre. C'est pas le même à chaque fois. Ça dépend du modèle aussi. Donc il se refaçonne, il se restructure également. Et alors, effectivement, cette rupture est tout à fait intéressante. On est en 1930. Selon Servos, c'est l'année qui clôt, n'est-ce pas, les tableaux magiques. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça annonce déjà furieusement Guernica. Alors, on en discutait tout à l'heure. Picasso était tout à fait obsédé par la question de la crucifixion, le sens d'un destin humain, d'un sacrifice, d'une tragédie personnelle et collective
et collective aussi. Donc là, on est vraiment dans la dislocation des corps. Il n'y a plus d'apaisement. La pulsion de mort est là dans toute sa sauvagerie, sa cruauté, avec des bouches qui réclament leur tribut, des corps rampants, des corps mourants, des corps suppliants. Il n'y a pour le coup rien de solaire là-dedans. Je ne sais pas. Oui, et pourtant ça éclate de soleil, mais il y a plusieurs types de soleil peut-être, hein, des soleils pourrissants et d'autres. Oui, bon, ce qui est curieux ici, c'est qu'on touche à un genre de la peinture, en tout cas de la tradition, qu'on ne voit pas ailleurs dans l'exposition. Hein. C'était ce qu'on appellerait la peinture d'histoire, hein, un tableau d'histoire. Mais relativement petit format. C'est-à-dire que pendant toute la période, on a des portraits. Les natures mortes, c'est plutôt avant la période des portraits, des tableaux magiques, des scènes d'atelier. Et là, tout d'un coup, on arrive au point le plus avancé de cette période-là, dans la peinture d'histoire. Et effectivement, il y a une forme de prémonition de Guernica, ou en tout cas d'annonce dans le tableau. Alors, Zervos y voit, je ne sais pas si je le suivrai là-dessus, justement la confirmation du pouvoir magique de Picasso. C'est comme ça que se termine le texte Tableau magique de Picasso, de Zervos, sur cette idée de la prémonition, de la vision, de Picasso visionnaire. Dans la crucifixion, il aurait vu, ou dans ces formes de cruauté, il aurait vu quelque chose qui s'avançait dans l'histoire, c'est-à-dire, pour le résumer, d'un nom, Guernica. La crucifixion, évidemment, baigne en quelque sorte l'iconographie de Picasso, mais ce n'est pas le seul peintre qui a baigné dans cette iconographie. Hein. En quelque sorte, les crucifixions apparaissent. Alors en ce moment, il y a l'exposition Bacon, mais évidemment, des crucifixions, il y en a qui, comme ça, émergent dans des œuvres de peintres un peu partout. C'est difficile d'échapper à la force de cette image. On la retrouve aussi peut-être de manière moins connue dans la poésie de Picasso. Hein, peut-être que vous savez, comme vous suivez attentivement la programmation du musée, que la prochaine exposition qui prendra la suite de Tableau magique sera consacrée à la poésie de Picasso. Et dans un de ses poèmes de 1936, donc juste avant Guernica, il est fait référence à la fois à la corrida et à la crucifixion. Les deux se mêlant en réalité. Hein. Les thèmes, les grands mythes chez Picasso de la crucifixion et de la corrida sont poreux, hein, et ne cessent de se mélanger, de s'en mêler, de former un troisième mythe picassien, hein, dans lequel on retrouve le Minotaure également. Et dans ce poème donc, de 1936, il écrit, et là on verra que la question du solaire aussi se pose, hein, sanglante, et d'être au-delà du beau et du laid, sanglante, beauté, intestine. On retrouve le corps, hein, mais le corps sous la forme de l'intestin, qui s'emmêlant chaque fois plus au labyrinthe du grand mât de la douleur. Hein. Donc on a ce grand mât de la douleur, donc on retrouve la question de la souffrance, de la douleur, et ces formes un peu, on voyait en arrière-plan de certains tableaux de l'exposition, hein. Est-ce que ce sont aussi des crucifix en puissance, hein? Est-ce qu'il y a un crucifix latent dans les tableaux Est-ce que ce sont aussi des tableaux de douleur, hein, des images de douleur, des femmes de douleur? Certainement. Hein. Certainement, la question de la représentation de la douleur est une question qui traverse l'histoire de la peinture et peut-être qui se fait encore plus
intense dans sa traversée dans l'œuvre de Picasso. On retrouve aussi la question peut-être de l'arlequin, puisque là, disproportionné, on a cette échelle qui s'élève, vous voyez, le long du crucifix pour porter la pointe, pour porter l'éponge imbibée de vinaigre, enfin tout ce qui constitue les armes du Christ, c'est-à-dire tout. Et justement, là aussi, l'ambivalence de la violence dans cette expression des armes du Christ se pose. Bref, on a un corps souffrant, et l'échelle, oui, je terminais juste sur ce point, est aussi un des attributs de l'arlequin de Picasso dans la période rose, pardon, excusez-moi. Puisque Arlequin, dans la période rose, est un saltimbanque, un équilibriste, quelqu'un qui est sur une boule en mouvement, une sphère ou une échelle en équilibre. Et on avait commencé avec l'Arlequin, et on le retrouve aussi, cette figure de l'échelle sur laquelle est perchée cette sorte de figure torturante et de corps torturé. Je me demandais s'il s'agissait de Don Quichotte, là, ou absolument pas, comme une allusion discrète. Je ne sais pas. Ça y ressemble furieusement. Juste une chose, oui, on parlait, et après madame, oui, on parle, oui, absolument, dans ce... Hubris, solitude, sacrifice, folie, etc. Des mesures. Oui. Alors on parlait de l'Arlequin toujours en équilibre, et en effet, c'est un travail d'équilibriste permanent qui va à l'encontre de tout immobilisme, de toute fixité, de toute pétrification dans la pure inertie de la pulsion de mort. La mort est à l'œuvre. La mort est à l'œuvre dans ces tableaux, on est d'accord. La mort, la destruction, la dévoration. Mais il y a tout de même un très très fort, c'est compensé par un très fort vitalisme. On parlait tout à l'heure de la puissance de dévoration de Picasso, mais la puissance créatrice aussi, la puissance de travail absolument démiurgique. Tout cela donc pour lutter contre la fixité, ce qui fait que même s'il s'agit d'une crucifixion, tout cela est encore très, très en mouvement. Et peut-être pour... oui, vous vouliez dire quelque chose ? Il y avait une phrase pour conclure que j'avais envie de vous lire, parce que c'est ce que m'ont évoqué tous ces tableaux magiques. C'est une phrase de Louis-René Desforêts, qui est extraite d'un très bel ouvrage qui s'appelle Ostinato, ce sont des fragments que je vous recommande. Où à un moment, Desforêts écrit que jamais la voix de l'enfant en lui ne se taise, qu'elle tombe comme un don du ciel, en offrant aux mots desséchés l'éclat de son rire, le sel de ses larmes, sa toute-puissante sauvagerie. Il me semblait que ce que Desforêts dit des mots peut tout aussi bien s'appliquer aux images, et qu'il y a tout de même, y compris dans leur violence, quelque chose de ces tableaux magiques qui nous affecte profondément, et qui nous invite peut-être à faire autre chose des images desséchées et mortes qui nous environnent tant en ce moment, dans cette époque assez triste et sinistre, et peut-être qui nous invite à ne pas faire taire la part de l'enfant en soi, jamais, c'est-à-dire sa part de magie, sa part de mystère, sa part d'hubris, et qu'au fond c'est peut-être ça, devenir adulte, ou en tout cas devenir grand, c'est-à-dire ne pas renoncer à la magie, jamais. Alors, je vous propose de garder les quelques minutes qui nous restent pour quelques questions auxquelles on essayera de répondre rapidement. Et donc, je vous invite, comme le temps est pressé, à formuler de manière courte vos questions pour qu'on puisse y répondre courtement. Est-ce qu'il n'y a pas sur ce tableau, enfin, peut-être des pistes de la relation? Est-ce qu'il n'y a pas la mère là, et qui dévore aussi le fils? On pense toujours à Picasso comme l'homme dévorant la femme, mais qui découvre son sentiment d'avoir été, en tout cas, dévoré peut-être lui-même. Est-ce qu'il y a la mère là ou pas?
Je n'ai pas la réponse, mais ce que l'on dit parfois, c'est que on ne naît pas dévorateur, on le devient, et que quand on est un grand dévorateur, c'est parce qu'on a soi-même essayé d'échapper, comme on a pu, à toutes sortes de dévoration. Voilà. Alors, est-ce que c'est la mère? Est-ce que c'est ceux qui condamnent le Christ? Je n'en sais rien. En tout cas, oui, c'est une figure archaïque tout à fait dévorante et qui réclame son dû. Oui. Connaissant justement les engagements politiques de Picasso et justement la référence au poème que vous avez dit tout à l'heure, est-ce que justement ce n'est pas quand même un clin d'œil à Cervantes, à Don Quichotte justement, pour espérer un monde meilleur ensuite, et passer, pas effacer le passé, mais voilà, partage du passé aussi, avec les allusions aussi aux années Franco et à la guerre d'Espagne 36-39, donc une référence aussi en même temps à Guernica pour espérer aussi un monde meilleur et mettre fin au franquisme, connaissant aussi les engagements de Picasso qui était républicain, qui a pris l'Espagne pour vivre en France ensemble. Là, alors pour la crucifixion, on est avant la période de la guerre civile et du franquisme. Néanmoins, cette question du sacrifice et du rôle rédempteur du sacrifice, hein, cette forme de traverse aussi bien ce tableau-ci que l'œuvre de Picasso. On la retrouve par exemple dans une de ses pièces de théâtre, 4 petites filles, où il y a des sacrifices de chèvres sanglants qui reprennent aussi l'image christique. On a beaucoup d'images du sacrifice. Alors à savoir si on peut en espérer un salut, c'est une autre question. Est-ce que c'est l'obsession de la figuration de la violence qui intéresse Picasso, ou est-ce que c'est la fonction du sacrifice dans une logique de salut et de rédemption? La question est posée. Assurément, quand on lui pose cette question, Picasso, en tout cas quand on lui a posé pour les Demoiselles d'Avignon, on disait que oui, il y avait une forme d'exorcisme dans ce tableau-là. Et dans l'exorcisme, on retrouve cette question aussi de la magie. Qu'est-ce qu'on peut attendre sur un plan politique de la magie? Moi, j'ai une question pour Madame Chiche. Est-ce que vous pourriez... Voilà, moi, je suis ici, pardon. Oui, madame. Ce qui m'a frappé quand j'ai visité l'exposition, c'est le motif de la dévoration. Et là, Madame posait une question. Est-ce que vous pouvez creuser sur cette chose-là d'un point de vue psychanalytique, si j'ose dire, parce que c'est vraiment partout à l'œuvre, tout le temps, tout le temps. Oui, en effet. Si bon, nous avons cité celui-ci, on reprend cela. Qui dévore qui, hein? Voilà. Alors bon, si on est très freudien, vous savez qu'il y a les 3 essais sur la théorie sexuelle de Freud, où il parle de différents stades de la sexualité. Et notamment d'un stade dit oral cannibalique, c'est-à-dire où il se base sur le fait que l'enfant, tout en éprouvant un vif plaisir à téter, hein, parce qu'on part du principe que l'enfant est allaité, il va vouloir aussi dévorer ce qui est bon, comme cela. Alors, est-ce que ces femmes, ce sont des femmes qui dévorent? Est-ce que ce sont des bouches? Est-ce que ce sont des vagins? Est-ce que ce sont des orifices? Ou est-ce que ça les dévore elles-mêmes? C'est la question qu'on posait tout à l'heure. Je ne sais pas si je vous réponds. Si la question de la dévoration vous intéresse, vous pouvez lire un auteur qui s'appelle Julien Picard et qui a écrit Notre désir cannibale, hein, sur ce qu'est le désir de dévoration, sur cette focalisation sur la bouche. C'est un ouvrage que je vous recommande.
Ce qui est frappant là-dedans, Oui. c'est qu'on est loin de Goya, c'est-à-dire que ces bouches, elles n'ont jamais quelque chose dans la bouche. C'est ça, c'est pas Saturne dévorant ses enfants. Hein. Oui. Les bouches, elles sont toujours en train d'essayer de manger quelque chose. Alors, est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est ceux qui s'approcheraient trop près de l'œuvre, ou est-ce que c'est effectivement, plus comme le disait Madame, une béance, signe d'une brûlure, d'une souffrance, de quelque chose qui a été déchiqueté, violenté? Bon. En tout cas, Notre désir cannibale de Julien Picard, voilà. Voilà, on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'être venus. Je vous annonce juste la prochaine conférence qui aura lieu le 4 février, consacrée à l'art magique contemporain, à 18h30, à la même heure, et dans laquelle interviendra Gaëlle Chouane, une artiste contemporaine. Je vous remercie d'être venus et j'espère à bientôt.